de litres de sueur et c'est l'arrivée du Dakar, tout de suite et en direct sur France 3. Le Paris-Dakar sur France 3 avec Total et Euromaster, centre d'entretien auto. Bonjour à tous, merci d'emprunter cette dernière piste du Dakar 2001. Nous sommes effectivement arrivés au terme de ce rallye et nous avons vraiment le très grand honneur d'avoir comme invité Monsieur le Président de la République du Sénégal, Monsieur Abdoulaye Wade et son épouse donc, qui vont nous faire l'amitié de rester avec nous et de commenter un peu, effectivement un peu l'actualité sportive, mais aussi une autre actualité, puisque vous savez que la piste désormais mélange à la fois le rallye avec les réalités africaines. Mais tout d'abord, Monsieur le Président, donc merci d'être avec nous. Est-ce que vous avez une tendresse particulière pour ce rallye Paris-Dakar? Je sais que les Dakarois, eux, en tout cas, ont une tendresse particulière pour lui. Bien sûr. Bien sûr. D'abord, d'une manière générale, j'apprécie beaucoup le sport et plus particulièrement le sport de l'endurance et de l'intelligence. J'ai toujours soutenu le rallye Paris-Dakar. Et même en 1998, alors que je n'étais pas aux affaires, mon épouse et moi, nous sommes allés au départ à Versailles. Ah d'accord, carrément. Absolument. Bon, eh bien, nous, on n'était pas à Versailles cet après-midi. On est dans un coin magnifique, Monsieur le Président. C'est le Lac Rose, où a eu lieu la dernière étape. Bon, c'est un peu comme le Tour de France avec les Champs-Élysées, hein. C'est-à-dire que c'est une étape un peu de prestige. Vous voyez, les concurrents partent deux par deux. Et là, c'est Jutta Kleinschmidt qui part avec le Portugais Sousa, tous les deux sur Mitsubishi. C'est une sorte de belle parade sur 25 km. Apothéose donc de 3 semaines d'un rallye harassant, très difficile, puisque vous savez, cette année on est reparti sur des bases traditionnelles. On a tenté, enfin en tout cas quand je dis on, c'est surtout les organisateurs, ont tenté de redonner un peu la couleur originelle du rallye. Et finalement donc aujourd'hui on a assisté à un sacre assez extraordinaire, celui de Jutta Kleinschmidt, l'allemande, première femme de l'histoire à remporter le rallye Paris-Dakar. Et ça tombe quand même très bien, puisqu'il s'agit de la première édition du millénaire. Alors là je vais m'adresser à Madame la Présidente. J'imagine quand même que pour inaugurer le 3e millénaire, le fait que ce soit une femme qui gagne, c'est sympa, non? C'est symbolique et c'est sympathique. C'est non seulement sympathique, mais pour nous, les femmes, c'est une fierté. Et nous nous apercevons, surtout au Sénégal, que les femmes jouent un grand rôle. Hélas, elles ne peuvent pas faire les rallyes, mais elles font d'autres rallyes, celui de pouvoir nourrir leurs enfants. Et nous pensons au Sénégal que le développement va se faire par les femmes. Eh bien, je crois qu'on partage bien votre point de vue. D'ailleurs, c'est une femme qu'on va rejoindre, c'est Céline. Céline qui va évidemment nous parler moto, Céline. Oui Patrick, il y a des petits poissons ici à Dakar. Et moi j'attends un gros poisson, Fabrizio Meoni ne devrait pas tarder à nous rejoindre. En attendant, je vous propose de revivre le début de cette épreuve moto. Vous savez qu'ils étaient 133 au départ, pas facile, course difficile, avec la montée en puissance de Richard Cinct, un montage de Laurent Vory, des images d'Éric Vessière, Serge Giner. Jour de pluie à Paris, le 1er janvier, 133 motards sur l'an 31. La Tour Eiffel s'est faite belle pour le grand départ. De l'eau, beaucoup d'eau, mais du soleil dans le cœur de tous les pilotes. À la Châtre, la première spéciale, le premier scratch pour Juan Roma. À Narbonne, la première panne. Gros coup de cœur, Gilles Amonique, Dossard 65, déniche l'un des 4 moteurs encore disponibles de 600 XR. Il peut repartir. À Château-Lastour, la première colère, celle du Britannique John Deacon. Sa BMW vient de lui faire le coup de la panne et au démarrage. John Deacon, quel est le problème? En écoutez, attention, on est favori, quel est le problème?
King Richard V prend le pouvoir. Après 2 sacres, le pilote sur son cheval de feu orange dévoile ses ambitions. Pendant que les nouveaux chevaliers, eux, apprennent à rouler sur la plage. Ce n'est pas encore l'Afrique, mais déjà de petits grains de sable. Il y en a certains qui vont avoir du mal à sortir. Moi, je ne cache pas que les commissaires m'ont aidé à lever 1 fois ou 2 la bécane. La 3e fois, j'y allais, lève-la tout seul. Quand tu vas être dans le désert, tu vas être comme un margouillat, débrouille-toi. Je me suis pris une tôle dès le premier virage, comme ça m'a calmé net. Et puis, il faut bien partir pour de bon. Ceux qui restent, forcément, ont le cœur gros. Du Moyen Atlas, sur les pistes caillouteuses du Maroc, la vraie bataille pour la victoire commence. 5 Trauma et Méoni, 3 guerriers en conquête, le rallye change d'allure. Plus vite, plus dur, le Dakar justifie sa réputation de course à élimination directe. Coup dur pour l'Allemand Jürgen Meyer, la fin de l'aventure aussi pour beaucoup d'autres. Les pilotes se mettent à l'heure africaine. Système D, le premier ravitaillement se fait à l'ancienne. Je n'ai pas de pièces pour vous donner, mais la prochaine fois. Hey, tu rigoles, mais c'était mon premier métier alors. José Luis Alvarez, le pilote du quad, lui, se débrouille avec les moyens du bord, une spécialité espagnole. En tuerca de piñón, compris, de piñón sorti. Ah, pues eso. Y vamos a reparar la tuerca ahora con el chorizo. Et le plus fort, c'est qu'il boucle l'étape. Autre technique, profiter du décor. Un cairn de pierre pour caler sa moto, une béquille de fortune pour Cyril Després, pneus crevés. Et quand il n'y a plus de solution, il reste l'humour. Ce matin, le moteur, il pissait l'huile par l'échappement, donc je savais qu'il n'y avait pas grand chance que je fasse l'étape. Mais bon, tant qu'à être ici, on va aller jusqu'au bout. Et puis le bout, il est ici, là, en plein milieu de nulle part, dans le fond. Alors, je me suis habillé en Touareg canadien. À Ouarzazate, enfin, le gâteau de fortune pour les 38 ans d'Alfie Cox. Deuxième semaine, la tension monte, les sourires ont disparu. Quand la pompe tombe en panne, les héros sont furieux. C'est un désastre ça, hein? Quoi? Pourquoi c'est arrivé ici? Ne va pas? Cinq, Méoni, Roma, toujours ces trois-là, qui ne se lâchent pas. Richard est devant, mais dans l'ombre, la meute attend. Les loups ne sont pas encore lâchés et ça ne saurait tarder. Et ça, bien sûr, ce sera raconté tout à l'heure dans un deuxième épisode, alors que nous allons saluer le ballet Océan Percussion de Gorée qui va nous accompagner ici pendant cette émission. Et j'ai demandé tout à l'heure, mais ça je le savais, que le président aimait le Dakar, mais ce que je ne savais pas en revanche, c'est que Madame la Présidente, vous n'êtes pas non plus du tout insensible au moteur. Hein. Pas du tout. J'ai eu des enfants, j'ai été passionnée et en même temps je trouve que le Paris-Dakar est une très belle... un événement extraordinaire, sportif extraordinaire qui demande de l'endurance. J'ai rencontré parfois, lorsque je me rendais sur la plage de Kéméber, où parfois le Paris-Dakar s'arrêtait, avec mes enfants, j'ai rencontré des femmes en moto, jolies, jeunes, sportifs, qui donnaient leurs opinions et j'étais pleine d'admiration. Alors vous êtes originaire de Besançon, c'est ça? Je suis originaire de Besançon. Et quand est-ce que vous avez découvert le Sénégal Oh, il y a fort longtemps, depuis 1963. Et vous êtes mariée depuis longtemps? Eh bien oui, nous sommes mariés bien avant, dans les années 60.
Eh bien écoutez, je vous propose... Vous connaissez depuis 52. Vous connaissez depuis 52? Oui, 52. On fait nos études ensemble. D'accord, c'est une très très longue histoire, une très longue et une très belle histoire. Marie-Christelle Maury d'ailleurs va vous dresser votre portrait, Madame la Présidente. Un voyage officiel à Paris et l'honneur de rencontrer tout simplement une grande dame. Moi, je n'aime pas déranger. Et là, je m'aperçois qu'on dérange la population, je n'aime pas. Viviane Wade, une belle âme à l'immense générosité. Elle donne sans compter, femme de cœur, femme d'idées, discrète, modeste et surtout engagée. Et je déteste le mot bonnes œuvres. Pour moi, c'est un petit peu apaiser sa conscience. Non, je pense qu'il faut participer. D'abord, une enfance en Franche-Comté dans un milieu aisé. Et puis, la faculté de Besançon dans les années 50 et une rencontre avec Abdoulaye Wade. Avec son futur mari, Viviane Wade s'engage pour l'indépendance de l'Algérie et contre la colonisation. Après 25 ans d'opposition tumultueuse, Abdoulaye Wade accède enfin à la présidence du Sénégal. Il n'y a pas de revanche, il y a un parcours, comme vous dites, hein, avec des buts gagnés, mais le match continue. Hein, le match donc, contre la pauvreté, contre tout ce les choses pour lesquelles, les buts pour lesquels on s'est battu, c'est là. Madame Wade, la première dame du pays, mais l'épouse aussi. Pour ses idées, le futur président est incarcéré 4 fois au centre de Rebens à Dakar. Chaque jour, même rituel, Viviane Wade se rend en prison, apporter de la nourriture à son mari, craignant qu'on ne l'empoisonne. Mon mari est un homme extrêmement courageux. Nous n'en avons jamais parlé. Jamais nous n'avons abordé ces sujets-là qui étaient pour lui un passage forcé, obligatoire. Et quand il sortait, c'était oublié, on repassait à autre chose. Viviane Wade n'est jamais en représentation. Elle croit et défend des idées et vit sa vie de première dame du pays avec abnégation. Voilà donc ce reportage, il y a une phrase qui m'a frappé, qui a frappé certainement tous ceux qui nous regardent aussi, c'est le match contre la pauvreté. Est-ce que ce match peut être gagné, Madame la Présidente, ou en tout cas, est-ce qu'on peut imaginer une issue positive? Moi, j'en suis certaine. Je suis certaine qu'on peut lutter contre la pauvreté, mais c'est une mobilisation de tous les instants, du chef de l'État, du gouvernement, de tous les Sénégalais, de tout un chacun. C'est en somme une sorte de déclaration de guerre à la pauvreté qu'il faut mener avec acharnement, assiduité et voilà. Et je suis sûr que Youssou N'Dour, qui nous rejoint maintenant, une grande star sénégalaise, vous devez être parfaitement d'accord avec ça. C'est effectivement un des gros problèmes actuels, bien sûr, hein, essayer de faire reculer la pauvreté en Afrique. Tout à fait, bon, je suis tout à fait d'accord avec Madame la Présidente qui dit que c'est une mobilisation générale. Je pense que toutes les forces vives des pays et particulièrement du Sénégal doivent se mobiliser pour en fait qu'il y ait une bonne balance. Je pense que bon, il y a peut-être des éléments aujourd'hui qui nous donnent des indices qu'il faut un peu plus d'efforts, qu'il faut que les gens qui en ont un peu plus fassent plus d'efforts pour que la balance se fasse. Je suis tout à fait d'accord. Et en premier lieu, bien sûr, il y a les enfants. Alors on a choisi aujourd'hui donc d'aborder cette thématique. Nous allons voir le reportage qu'a réalisé dans les rues de Dakar Marie-Christelle Maury en compagnie de Céline Hu et d'Olivier Dijon. Eh bien, ce sont justement les enfants dans les rues de Dakar. Ce ne sont que des enfants, 300 000 âmes, égarées dans tout le Sénégal, la main tendue. Je l'aime comme ma mère, parce qu'il est comme ma mère. Ici, on l'appelle la maman des enfants. Depuis 2 ans, Madame Diatta donne de son temps et son argent pour aider les gamins de la rue. Vous devez aller à l'école. Vous devez être demain de bons citoyens. Est-ce que vous voyez? Donc je ne veux pas que vous soyez dans la rue. Je veux que vous soyez en famille ou bien dans des centres d'hébergement. Institutrice pendant 20 ans, l'amour des enfants, l'envie de les sauver et de les éduquer. Désormais à la retraite, 3 fois par semaine, Madame Diatta fait la tournée des quartiers, juste pour parler et écouter. Aujourd'hui, visite sur la corniche à Dakar. Si tu es dans la rue, tu ne manges pas bien, tu ne t'habilles pas bien, tu ne te laves pas.
ton corps, là où tu es, c'est sale, tu ne manges pas bien, tu ne manges pas ce qui est bon. Mais si tu es dans ta maison, tu vois chaque jour ton père et ta mère, tu vois tes petits frères, tes grands sœurs. Rester à la maison, c'est bien. Mais rester dans la rue, c'est très dur. Un regard posé sur tous ces petits, quelques gestes et puis des mots dispensés et surtout bien pesés. Tu faisais l'école buissonnière, dans Londres? Non, oui. Hein? Mais tu n'avais pas de matériel ou bien? Si. Mais tu ne voulais pas. Pourquoi tu ne voulais pas aller à l'école? Pourquoi? Le maître te frappait ou bien? Des conseils, des recommandations. Se substituer aux parents l'espace d'un instant. Parler et surtout se faire respecter des petits et des grands. Les pédophiles viennent les voir. Mais quand ces enfants-là prononcent mon nom, le pédophile prend la fuite. C'est pour cela, s'il vient ici, après on lui dit, voilà Madame Diatta, elle arrive là-bas. Leur donner les moyens d'affronter la dure réalité. La pédophilie, la prostitution, la mendicité puis la drogue, ces petits bouts de chiffon imbibés de solvants qu'ils sucent, paradis artificiels. Mais vous savez que ceux qui sont dans la rue, ils le font, ils ont dit, pour oublier leurs soucis. Parce que s'ils ont quelque chose à faire, ils ne prendraient plus de drogue. Enfants battus, abusés, violés ou tout simplement des petits êtres partis de chez eux sur un coup de tête. Madame Diatta sait écouter, s'adapter et les raisonner. Pour ces enfants, retrouver le fil de l'existence, désormais l'objectif de leur vie. Chaque mois, mon fils est témoin. Chaque mois, je prends un ou deux et je les retourne dans leur famille. Ça fait 203 à travers le Sénégal et la sous-région. Pour Madame Diatta, il est maintenant grand temps de s'en aller, de quitter tous ces petits. Comme pied de nez, un destin trop gris, une dernière chanson pour adoucir la vie. Ici, dans la rue, on trouve toujours la force de sourire. Vous voyez sourire, mais j'ai de la peine au cœur. Parce que je les considère comme mes enfants. Je veux qu'ils soient comme eux, comme les autres enfants. Je dis que ce soir, je vais rentrer et je vais commencer encore à pleurer chaque fois que je les quitte. Parce que je sais que ce sont des gosses qui souffrent dans leur chair et dans leur âme. La musique comme dernier enchantement, quelques notes pour que ces petits hommes redeviennent tout simplement des enfants. Formidable, Madame Diatta. C'est bien sûr une initiative individuelle des femmes de bonne volonté comme il y en a beaucoup au Sénégal. Monsieur le Président, c'est aussi un problème important. J'imagine que vous êtes très très sensible à ce type de problème. Oui, mais je voudrais faire quand même un certain nombre de précisions, donner un certain nombre de précisions parce qu'il y a beaucoup de confusion sur cette affaire-là, sur la pauvreté, etc. La pauvreté, disons, des gens pauvres sont des gens qui manquent d'un minimum. Tandis que la misère, c'est autre chose. C'est celui qui s'installe dans la pauvreté et qui n'a aucune ouverture et qui n'a plus aucune espérance. C'est le côté durable. Heureusement, ça n'existe pas au Sénégal. Ou alors c'est vraiment marginal, ça ne se voit pas. Des pauvres, il y en a beaucoup. Et parmi les pauvres, vous savez, ces jeunes-là, vous savez que quand j'étais en prison, ce sont les jeunes qui m'ont libéré. C'est vrai. Les étudiants en tête, les jeunes travailleurs. Et parmi ces jeunes-là, il y en a certainement qui ont participé à ces grands mouvements parce que là, ils avaient un idéal, ils ont participé. Excusez-moi, Monsieur le Président, pour nos téléspectateurs, vous êtes allé 4 fois en prison. Tout à fait. Ouais. Mais je voudrais dire que les jeunes, je crois que pour la première fois dans l'histoire du Sénégal, je suis arrivé au pouvoir il y a 9 mois et au mois de juillet, j'ai assigné aux jeunes de faire de la reforestation. Et 10 000 jeunes se sont mobilisés et ont planté dans ce Sénégal quelques 10 millions d'arbres en mettant les villages en mouvement dans cette grande affaire. C'est la première fois qu'on le fait. Il y a des institutions internationales qui s'occupent de lutte contre la désertification, etc., qui brassent des milliards. Là, je n'en ai pas eu besoin. Il m'a fallu simplement assigner à ces jeunes un objectif
Et ils se sont battus, ils l'ont réalisé. Et l'année prochaine, figurez-vous, je leur ai donné comme objectif de planter 100 millions d'arbres. La barre est très haute, mais peu importe, qu'ils en fassent la moitié ou le tiers sera toujours très bien. Alors c'est pour dire que la pauvreté existe. Et ce phénomène des enfants de rue, moi je l'ai découvert grâce à un Français, figurez-vous. Je passais dans les rues de Dakar, je n'en avais absolument pas conscience jusqu'au jour où un Français a fait une exposition de photos sur les enfants des rues. Ma famille et moi, nous sommes allés voir ça et je me suis dit, mais c'est pas possible. Je passais à côté de tout ça et je ne le voyais pas. Compte tenu de ce que je vous dis, ça veut dire que c'est une minorité. Mais ça existe quand même, et c'est une minorité digne d'intérêt. Et il faudrait que nous trouvions assez rapidement des solutions pour éviter que ces jeunes gens ne deviennent ces jeunes déshumanisés qu'on trouve dans les rues de Rio et de certaines grandes capitales. C'est vrai. Alors, je partage l'avis de l'institutrice Madame Koya qui explique en quelque sorte que ces enfants ont une certaine disponibilité, mais ils sont un peu abandonnés. Et c'est ça qu'il ne faut pas laisser cette situation. Mais vous savez, les grands paris, ça c'est dans ma nature et je parie que je vais combattre ce fléau. Et c'est très simple, il suffira de leur trouver des activités, de les mettre dans des grands projets d'agriculture ou d'élevage, des projets qui les occupent tout le temps et vous allez voir le phénomène disparaître. C'est une belle mission en tout cas. Youssou N'Dour, vous pouvez utiliser la musique aussi, c'est un formidable vecteur pour les gamins. Oui, je pense que la musique ici en Afrique permet de laisser des messages et ces messages-là tournent autour de l'environnement, tournent autour du travail et de supporter un peu la cause des enfants. Et je pense que, comme je disais tout à l'heure, c'est en fait un mouvement qui concerne toutes les couches. Et à partir de notre musique, on peut toucher les gens. Bon, alors la musique, c'est le dernier album de Youssou N'Dour, hein, voilà, Djoko, ça s'appelle, et vous produisez dans un formidable club ici à Dakar qui s'appelle le Tiassam, c'est ça? Tiassam, oui. Où en même temps, il faut bien le dire, non seulement vous produisez, mais en plus vous aidez les jeunes groupes sénégalais à tenter de percer. Merci Youssou, parce que je sais que vous avez énormément de choses à faire. Merci en tout cas d'être venu témoigner sur ce problème très sensible, très délicat de l'enfance. On va revenir à la course maintenant, bien sûr, où Céline est à côté du superbe Fabrizio. Fabrizio qui a enfin, Céline, gagné son Dakar à moto. Enfin heureux, le Toscan Fabrizio Meoni, il a 43 ans. Écoutez, ça fait 9 ans qu'il court après. Première participation en 92. Il avait gagné 3 étapes en 96. Il avait abandonné en 97. Deuxième en 98. Et là, enfin, la consécration. Là, vous êtes heureux. Oui, je suis très heureux. C'est une journée spéciale pour moi. J'ai réalisé le rêve d'une vie. Vous avez réfléchi, quand vous êtes arrivé sur le lac Rose, vous avez dit ça y est, c'est fini, c'est bon, enfin je vais pouvoir dormir tranquille. Mais encore, je n'ai pas réfléchi, je suis encore pas trop présent parce que c'est une journée un peu particulière pour moi. Je suis encore émotionné, alors, mais je pense que j'aurai du temps pour réfléchir. Le plus beau souvenir de ce Dakar, si vous deviez en garder une image? Une image, l'image de ma famille à l'arrivée. Joël et votre femme. Oui. Ils sont heureux. Et des images, on va voir tout de suite les plus beaux moments de cette deuxième partie de course. Ça commence en Mauritanie avec le sable pour ennemi. Montage Laurent Vaury, image Éric Vessière, Serge Giner. Le mur de défense marocain pour basculer en plein Sahara occidental. Une traversée sous haute surveillance. Depuis le départ, le Front Polisario menace d'empêcher le passage du Dakar. La diplomatie finira par l'emporter. Spécial en Mauritanie, le bonheur, mettre les gaz, filer sur le sable. Cinq Meoni Roma et leurs complices ont lâché les freins. La horde est lancée, attention danger.
vouloir attaquer, parfois ça finit mal. Nani Romain et Richard V se font peur. Le 10 janvier, l'Espagnol chute, entorse du genou. Le Dakar perd l'un de ses plus brillants conquérants. J'ai très mal à la jambe. Je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est plus au moral qu'à la jambe que j'ai mal. Coup du sort, le même jour, kilomètre 336, Richard V, moteur cassé, attend la voiture balai. L'image terrible d'un roi déchu. Sur les 7 motos en course, il n'y en a aucun qui a cassé. Et malheureusement, il y en a un qui casse, c'est le mien, à 5 km de l'arrivée. Je dirais, c'est comme ça, quoi. Hein, je veux dire, il faut faire avec. Tout aussi touchante, tout aussi poignante, les autres histoires, celles des motards mangés par le sable et qui ne verront jamais la dernière dune. C'est pas une course de gens raisonnables, un Dakar. Les raisonnables, ils ont un télécommande devant eux. Il y a les dunes et la solidarité. François Flick, en bon samaritain, sauve un Espagnol de la panne sèche. Mais le désert n'a pas d'état d'âme. Quelques jours plus tard, François chute lourdement. Il va bien, mais son rêve s'est envolé. Terminé. Je regarderai le Dakar à la télé. Avec mes petits-enfants. Le 13 janvier, le soleil se lève à Attar, Mauritanie, la prise de pouvoir de Fabrizio Meoni. Meoni, protégé par ses 2 fidèles soldats, Arcarons et Cox. Il y a toujours du sable, des pistes piégeuses, mais l'armada KTM commence à verrouiller la course. La petite troupe bleue est déstabilisée. Sans Roma, le Dakar des BMW n'a plus le même parfum. Les bleus contre les oranges, on veut encore croire au suspense. Il reste l'Afrique noire. Le rallye passe au Mali. Il y a de l'ivresse dans les villages, du bonheur sur les visages et Fabrizio Meoni, l'enfant terrible qui devient tranquille. La victoire dépend de son tempérament. J'ai eu beaucoup de temps pour rouler vite, tous les autres rallyes, et ici jusqu'au quand il y avait plus d'adversaires. Mais maintenant, j'attendrai un autre rallye pour rouler vite. Si je peux, j'arriverai à Dakar doucement. La course devient alors un jeu de piste où le plus dur, c'est de décrocher un bon de sortie. Le premier pour le Sud-Africain Alfie Cox. Pichi Lundmark, une autre fois. Le bûcheron suédois aura beaucoup attaqué, souvent osé, jamais cédé. Avant de chuter à 200 km de Dakar, jambes cassées, Lundmark ne verra pas la mer. Cyril Després, lui, sauve l'honneur des BMW. Le 19 janvier, la première victoire d'étape depuis l'abandon de Roma. Coup de chapeau enfin à Giovanni Salla, 2 victoires en 3 jours. La belle histoire en Afrique noire, celle d'Alain Duclos d'Ossard 102, père français, mère malienne, un pilote amateur au grand cœur. Cet argent vient de SOS Sahel France, donc qui vous est remis pour le travail que vous faites pour tous les peuples du Sahel. Donc on trouve que le travail que vous faites est formidable et on vous encourage à persévérer. Je suis très heureuse de retrouver mon fils et je suis très fière de lui. Voilà. Donc on est très heureux. Et le rallye a poursuivi son chemin à l'ombre des baobabs le long du fleuve Sénégal. Ce soir, Fabrizio Meoni dort tranquille. 5 ans après Eddie Orioli, un Italien est à nouveau sacré à Dakar.
c'est ça l'esprit du Dakar, et Hubert Auriol qui vient de nous rejoindre et certainement de notre avis, il aura l'occasion de nous en parler tout à l'heure. Mais pendant ce sujet remarquablement monté par Laurent Vaury, Monsieur le Président m'a dit il faut absolument que je dise quelque chose parce qu'il y a un concurrent qui me tenait particulièrement à cœur. Ben oui, mais c'est-à-dire que je voulais féliciter les Sénégalais qui ont participé à ce rallye. En 98, j'en avais vu 2 et cette fois-ci, il y en a 3 si je ne m'abuse, plus M. Grignac qui a voulu être aussi notre ambassadeur. Et je suis très fier de ça et je voudrais inviter les jeunes Sénégalais à se préparer à des futurs rallyes, à participer et surtout à gagner. À rentrer dans l'univers, Monsieur le Président, entre guillemets, des poireaux. Et le poireau, c'est vraiment ça le Paris-Dakar. C'est le Paris-Dakar pur et dur. Alors avec Claire Vauquier, nous avions envisagé un certain nombre de portraits à Paris avant le départ. Très peu sont arrivés jusqu'au bout. Et lorsqu'il a fallu décerner le titre de super poireau, eh bien Christian Choupin a passé de longues nuits blanches. Et finalement, Christian, je crois que vous vous êtes réunis avec vous-même et vous avez finalement élu, vous allez nous dire qui ? Eh bien écoutez, oui en effet ça a été très long. Depuis ce matin nous avons longuement réfléchi et j'ai à mes côtés Philippe Bermude. Et Philippe Bermude, tout le service des sports est avec vous et vous remet ce prix du super poireau. J'espère qu'il vous fait plaisir puisque vous êtes grossiste à Rungis et tous vos partenaires justement grossistes vous ont aidé à participer à ce Dakar. Depuis 89, vous luttez pour arriver et là ça y est, c'est la consécration, non ? Tout à fait. J'ai terminé pratiquement tous les rallyes que j'ai pu faire, mais jamais arrivé à Dakar. Pour moi, le Paris-Dakar, c'est arrivé à Dakar. Et depuis donc 89, j'ai essayé, j'ai tout tenté. Je suis tombé à 2 jours de l'arrivée, à 3 jours de l'arrivée. Et enfin, cette année, j'y suis, j'ai vu le lac Rose. Et puis voilà, c'est une grande... On va revenir Philippe sur quelques images. Alors là on voit déjà, c'est là où vous travaillez justement avec tous vos collègues grossistes de Rungis qui vous ont trouvé en fait tout le budget afin de participer à cette compétition. Et notamment sur ce parcours, il y a un endroit où vous avez vraiment galéré entre guillemets. C'est non loin d'Attar, lors de la journée de repos, une panne un peu bête de starter. Et là vous avez passé de longues heures à réfléchir, à savoir comment vous alliez continuer. J'ai passé de longues heures, j'ai même passé la nuit et j'ai failli jeter l'éponge quand au petit matin, un envoyé du ciel m'a dit regarde le starter qui était à 3 dunes plus loin et starter que j'avais pas touché depuis le matin et effectivement j'ai redémonté la moto pour la 4e fois et c'était tout simplement le câble du starter qui était coincé. Merci Philippe, on est vraiment fiers de vous, vous représentez exactement l'éthique de cette course le Paris-Dakar, merci. Et voilà, le challenge est lancé pour l'année prochaine. Qui sera le super poireau? Ça sera bien sûr un autre épisode. Voir le lac Rose, c'est vraiment l'obsession de tous les concurrents. Hubert, la vôtre aussi. Avant de vous donner la parole, je vais vous remontrer des images qui peut-être vont pas vous faire trop plaisir, mais c'est la rétro. Fred Zino s'est allé fouiller dans les archives et en 1987, avant-dernière étape, Hubert, c'était pratiquement dans la poche. Eh ben non. Merde! C'est les deux chevilles cassées. C'est les deux chevilles. C'est pas mal. Il n'y a pas un tout big là, peut-être. Un médecin là. Il pense juste à filmer. Un médecin là, appuie-toi pas par terre. Tiens la moto. Il a les deux chevilles. Mon pied. Les deux. Attention. Allez, calme la moto. Balance pas. Doucement. Touche pas. Écartez-vous. Dégage. Repousse-moi, Hubert. Je voulais remercier Rodé pour ce rallye. C'était vraiment un rallye sublime. On s'est battu, c'était chez Kylian avec Cyril. Il est plus fort. J'arrête la moto. C'est tout ce que j'ai à dire. On parle souvent, on a parlé pas mal des règlements, etc. Hubert, mais il ne faut pas oublier que le rallye, c'est d'abord ça. C'est des aventures humaines, c'est du courage. Et ça fait drôle de revoir ces images quand même. Oui, ça fait drôle, mais c'est ça le Dakar. Et tout à l'heure, j'avais un petit pincement de cœur en faisant le briefing à tous les concurrents moto parce que je crois que le Dakar, c'est bien sûr une aventure, mais je vous assure que moi qui les ai tous faits, qui en 78 était à Dakar, à l'arrivée du premier, c'est avec vraiment un petit pincement de cœur que cette année, j'ai donné le départ aux concurrents moto sur la plage. C'est émouvant parce que vous sentez que ceux qui sont là, s'ils ont été au bout d'eux-mêmes, ils ont vraiment vécu quelque chose de très fort, ça les marquera.
Je parle des motos parce que c'est un peu particulier, mais c'est pour tous les concurrents. Ils ont vécu une aventure et je crois que c'est important parce que cette aventure est porteuse de rêves, ça fait rêver tout le monde. Le président Ouad en parlait tout à l'heure. Il disait il faut que les jeunes Sénégalais se battent pour y arriver, mais c'est exactement ça. Il faut avoir un objectif dans la vie. Et on a voulu faire un Dakar un peu exceptionnel pour ce et c'est réussi. 3e millénaire. Et je crois que vraiment, en tout cas les concurrents, c'est la première fois que je le vois, ils sont unanimes à dire qu'ils ont vécu quelque chose d'exceptionnel. Évidemment, en tant qu'organisateur, ça nous fait très plaisir, mais c'est pas le but. Le but, c'est qu'eux soient contents. Alors, tous ceux qui travaillent avec vous, cette fantastique organisation, vraiment, qui nous a impressionnés, ils sont venus nous voir en disant « Mais comment vous n'avez pas mis le saut d'Hubert dans la rétro? Mais comment vous avez pu oublier ce saut d'Hubert ?» Alors, évidemment, eh bien, on va rattraper le coup. Et il n'y a pas que des images négatives, bien sûr, dans la carrière d'Hubert Auriol. Il n'y a pas que de la souffrance, il y a aussi des choses assez sublimes, comme l'on voit maintenant. Vous vous souvenez de ce saut, là ? C'était absolument extraordinaire. C'était la première fois qu'on traversait les dunes en partant de Dirkou. Et je ne sais pas pour quelle raison. J'étais un peu ailleurs. Je suis arrivé sur la première dune. Thierry Sabine nous avait expliqué que s'il y avait 2 poteaux, ça voulait dire que la dune était dangereuse. J'ai rentré une vitesse et j'ai ouvert à fond. Et j'ai sauté. Je suis arrivé à, je sais pas, 110, 120 à l'heure. Et j'ai fait un saut de 25 mètres de long d'une dune qui faisait 7-8 mètres de haut. Donc c'est un saut, j'ai sans doute le record du monde de saut en longueur avec des motos de course. Et ce qui est extraordinaire, c'est que je me suis rien fait et j'ai fini 2e de l'étape. Voilà, ça c'est l'histoire. Et Hubert est bien sûr toujours dans le Dakar, puisque maintenant il en est devenu le grand patron. Tenez, Vincent Foyce, notre monteur, nous a préparé une petite spécialité. Là, il s'est attaché au visage du Dakar. Et vous allez le voir, tous ces visages rencontrés, c'est évidemment très très beau. Sur terre, sur mer, neige ou désert, derrière le voile des formes pleines, il y a le mystère des sirènes. Burn the town, burn the backstreet bars, burn your boardwalk, basement trade, feel the flame, feel the curve of the sword, your living flesh reeks of compromise, babe. And in the face of barbarian hordes, an honest defeat. La preuve, s'il en était besoin, de constater que l'Afrique est multiple, elle est extraordinairement vivante. Dans l'information aussi, ici à Dakar, il y a énormément de quotidiens, je crois qu'il y en a 7 qui s'expriment en toute liberté d'ailleurs. Et cela fait le bonheur de Nicolas Vinoy. Qu'y a-t-il dans la presse de ce week-end, Nicolas? Eh bien écoutez Patrick, à la une ce week-end, il est question du référendum du 7 janvier ici au Sénégal. Alors référendum qui était en fait pour ou contre une nouvelle constitution. Ici, le résultat a été de plus de 95% en faveur de cette nouvelle constitution. Et si elle est toujours d'actualité ce week-end, c'est parce que le président Ouad doit la ratifier demain lundi. Et alors vous allez le voir, c'est diversement commenté dans la presse, avec notamment à la une du jour le titre « La réforme fait du président Ouad un roi ». Alors question Patrick, je crois. Question au président. Hein. Oui, c'est ça, monsieur le président. Est-ce que vous êtes un roi? Non, je suis un démocrate. La preuve, c'est que j'ai diminué largement les pouvoirs que M. Diouf m'avait donnés avec sa constitution, qui était celle de Senghor, pour les donner au Premier ministre. Donc c'est quoi? On peut parler de régime présidentiel? Non, mais c'est-à-dire que, oui, non, c'est un régime parlementaire rationalisé. C'est comme ça que nous l'appelons, c'est comme ça que l'appellent tous les juristes. D'abord, il faut remarquer que cette constitution a été soutenue par l'ensemble des partis politiques du Sénégal, pratiquement. Et c'est pour ça qu'on a eu 96%. Il n'y a aucun des grands partis qui a fait campagne contre le non. Parce que la procédure était unique, je crois, dans le monde. Le projet a été transmis aux partis politiques, aux ONG, à la société civile, aux juristes. Et chacun a donné sa contribution. On a tenu compte de tout cela. Donc il y a eu plusieurs transmissions. Et au bout du compte, non, on est arrivé à une constitution de consensus. Mais très rapidement, ce qu'il y a d'original dans cette constitution, parce que toutes les constitutions, bien entendu, sont des proclamations de principe. Mais dans cette constitution,
l'égalité de l'homme et de la femme qui se trouve partout se trouve ici. Le principe est traduit par des dispositions comme l'accès des femmes à la propriété rurale. Ouais. Vous savez, la propriété appartient principalement aux hommes, comme l'égalité des salaires entre l'homme et la femme et la non-discrimination, comme l'interdiction du mariage forcé, il faut le faire dans un pays africain, comme l'interdiction de l'excision et des atteintes corporelles. Vous comprenez, dans un pays où les traditions sont encore très fortes. Alors tout cela exprime une option véritablement démocratique que nous avons faite, alors que les autres constitutions voilaient tout ça derrière de grandes proclamations. Ils avaient peur, si vous voulez, d'aller jusque dans l'énoncé des réalités. Et cette constitution reconnaît, n'est-ce pas, les grands principes. Mais quand j'inscris, par exemple, que chaque groupe a le droit de faire la marche, alors que la marche était interdite. Maintenant, demain, d'ailleurs, je crois qu'il y a une marche qui est prévue demain et après-demain. N'importe qui a quelque chose à dire peut faire une marche, venir devant le palais et s'exprimer. Marche et manifestation. Donc c'est une constitution véritablement démocratique qui sera bien entendu promulguée demain. Et ce sera donc l'avènement de la Troisième République. L'avènement de la Troisième République. Au Sénégal. On va continuer, Monsieur le Président et Madame aussi, bien sûr, on va continuer avec les automobiles qui nous ont donné un scénario complètement dingue, vraiment, jusqu'à la dernière minute et qui ont débouché, vous le savez, sur le sacre de Jutta Kleinschmidt. Mais auparavant, bien sûr, il y a une belle histoire que nous content Jean-Philippe Guillen et Jean-Jacques Brouard. Le Dakar 2001 traverse 6 pays. France, Espagne, Maroc, Mauritanie, Mali, Sénégal, pour une arrivée toujours magique au Lac Rose. Royal au Maroc, la cavalerie légère bleue était bien partie pour dominer le rallye. C'était compté sans les embûches du tracé. Entre Rachidi et Ouarzazate, Jean-Louis Schlesser, double vainqueur en 99 et 2000, arrive du mauvais côté. Le contrôle de passage est à droite, le buggy à gauche. À situation extrême, solution d'urgence, quelques dérapages plus tard, l'incident est oublié. 48 heures après, Jean-Louis Schlesser, encore lui, est pris dans une zone de contrôle en train de faire pousser son véhicule. Moteur éteint. Mon coéquipier et l'autre voiture, ce sont eux qui m'ont secoué la voiture et il n'y a pas de problème. J'ai pas été remorqué, je suis sorti du CP en moteur en marche, pas de problème. Mais les images sont édifiantes. Pris la main dans le sac, Schlesser écope d'1 heure de pénalité. La course est forcément relancée. L'autre buggy à moteur Renault, piloté par José Maria Servia, va rester bloqué 2 heures dans les dunes. Le vérin hydraulique, qui permet de surélever le véhicule pour changer de roue, est resté bloqué, mais en position haute. De quoi perdre son sang-froid. Pendant ce temps-là, les Mitsubishi se rapprochent, les incidents de course se multiplient. La Nissan de Thierry Delavergne fait la grimace. La roue avant gauche est complètement sortie de son axe. Et Dakar est encore très, très loin. Soleil, plage et cabriole, Shinozuka était-il déconcentré? L'ancien vainqueur 97 se souviendra longtemps de la plage de Castellón en Espagne. 6 petits kilomètres en bord de Méditerranée et la Mitsu se plante lamentablement le nez. Le japonais va sortir pelle et plaque avant même d'être en Afrique. Bilan, 7 minutes de perdu. On était à 20 mètres de l'arrivée seulement. Il a fallu pelleter. Mitsubishi accablé. Fontenay, vainqueur en 98, a volé sur de l'herbe à chameau. Souza suit ses traces et passe par là.
pas mal? Non, ça va, je me suis mordu la langue, mais je saigne, j'ai un peu le cou. Non, ça va, ça va. Le lendemain, la même Mitsu va partir en tonneau. Et Yuta dans tout ça? L'Allemande a fait partie du trio de tête, mais dans la passe de Nega, elle sort le cric et perd du temps. La fameuse étape en boucle autour d'El Galaouia. Pas de roadbook, 3 points GPS comme 3 balises en mer. Vexé d'avoir été pénalisé, Schlesser invoque à son tour un point de règlement et fait vérifier les trajectoires de ses principaux concurrents. Un jury de commissaires tranche, les Mitsu sont sanctionnés d'une demi-heure, les Buki de 10 minutes. À mi-course, le classement se resserre. Et Jean-Philippe, vous êtes avec Jutta Kleinschmidt, donc la première femme à remporter le rallye Paris-Dakar. Exactement, Patrick. Jutta qui avait déjà été la première femme à gagner une spéciale au volant d'une voiture. Elle avait d'abord fait le Dakar à moto. Jutta, félicitations, vous êtes la première femme qui gagne dans ce Dakar. Quel effet ça fait ? C'est incroyable parce que cette année, je ne crois pas c'est possible pour gagner avec nos voitures, mais maintenant, nous sommes là, nous gagner. Ça, c'est incroyable pour nous. Alors, la première semaine, vous étiez un peu en retrait et puis vous avez joué très tactique, vous avez attendu et en même temps, il y a eu toutes ces histoires de tapis vert, on va en parler tout à l'heure. Comment avez-vous géré cette course ? Pour nous, c'était dur parce qu'il nous dit dans le parti de rallye, nous faire une course sans erreur. Ça, c'est très important pour nous parce que nous avons une voiture, c'est très costaud, bon, mais elle est peut-être pas le plus vite voiture et nous avons un petit peu de problème avec les suspensions. Mais nous roulons chaque jour bien et chaque jour nous étions dans le premier. Jamais on fout, ne fait pas des erreurs de navigation, ne fait pas des erreurs pour casser quelque chose. Et il faut toujours avoir de la chance pour gagner. Mais en même temps, une dernière question que je voulais vous poser, Jutta. Lorsque ce matin vous partez, est-ce que vous vous êtes dit à un moment, qu'est-ce que je fais? J'essaie de le gagner ce Dakar ou je pense à Masioka qui a eu tous ses ennuis? Est-ce qu'on y pense un petit peu? Non, pour moi, c'est clair, je veux gagner le Dakar parce que c'est... hier, Masioka a perdu la course. C'est pas moi qui fait cette erreur, c'est Masioka seul qui fait ça. Parce que s'il roule tranquille hier, c'est peut-être possible pour gagner. Mais pourquoi je laisse passer aujourd'hui? Non, non. Je veux gagner aussi, ça c'est normal. En tout cas, herzlichen Grüßen. Merci beaucoup, Jutta, d'avoir été avec nous. Jutta est du côté de Berchtesgaden. Patrick, là où Jutta est née, je peux vous dire que ce soir, le vin et peut-être autre chose, la bière va couler à flot. Voilà, Patrick. Et puis il y a aussi peut-être une autre explication, c'est que le marché allemand pour Mitsubishi est extrêmement prometteur. Mais là, c'est un point de vue économique. Pour le reste, Vanina doit être contente, Vanina X doit être contente que les femmes enfin prennent le pouvoir. Vous êtes 37e Vanina aujourd'hui, la fille de Jackie X. Tout est possible, vous allez peut-être pouvoir avoir d'autres prétentions à l'avenir. Oui, qui sait, de toute façon, ce qui est clair, c'est que le virus est passé, que la passion du Dakar, je l'ai aussi. Et puis, quelque part, j'ai remporté une victoire aussi aujourd'hui parce que je suis arrivée ici. Je crois que c'est un Dakar particulièrement difficile. Ça n'a plus grand-chose à voir avec celui que j'ai fait l'année dernière avec papa. D'ailleurs, on peut voir les images. On continue. Et effectivement, on a eu notre dose de galère, on en a bavé, on est rentré de nuit, on a pelleté, on a crevé. Mais on me dit que vous êtes une lionne en fait, que là vous avez un visage d'ange, mais dès que vous êtes dans la voiture, c'est l'horreur, vous êtes devenu un véritable garçon manqué, c'est vrai? Non, c'est pas vrai. Ah bon? Je reste tout à fait civilisée, surtout quand ce sont des courses aussi longues. Que celle-ci, 3 semaines c'est long, on a le temps de discuter pas mal dans la voiture, on passe d'ailleurs 12 à 14 heures dans la voiture tous les jours. Et on vous revoit l'année prochaine? Oui, j'espère bien. Ça c'est génial, alors ça c'est voilà une bonne nouvelle. La rétro continue bien sûr avec cette affaire incroyable qui sera ensuite bien sûr commentée par Hubert. Le rallye, il y a eu un virage cette année, un véritable tournant. C'est donc le 2e épisode et ce sont toujours les mêmes protagonistes, Jean-Philippe Guillain et Jean-Jacques Brouard, une équipe qui gagne. Vendredi 12 janvier, au milieu d'un paysage somptueux, l'ambiance est électrique. La veille, le jury a sanctionné plusieurs Mitsubishi d'une demi-heure de pénalité. Schlesser s'est rapproché, mais il va rater le contrôle de passage numéro 2. Ici, il revient sur ses traces, croise Jean-Pierre Fontenay et il va perdre 1 heure sur Masioka. De quoi réjouir Jutta Kleinschmidt.
Ça c'est bien. Parce qu'il donnait beaucoup de merde à nous hier. Et donc ça c'est la... Hein? Il paye, exactement. Ça c'est bien. Ça c'est de la connerie alors. Ah bordel alors. Mais le Dakar, c'est surtout ça. Du sable, des dunes, des galères, des crises de nerfs, des coups de pelle ou des coups de main. Il a commencé à me tirer en luge là sur le toit et j'ai le sable qui rentrait dans l'habitacle, j'ai vu la mort arriver là, tu vois. Hiroshi Matsuoka, le kamikaze du rallye, sans complexe dans un toboggan de sable. Réputé pour toujours casser avant l'arrivée, le japonais a fini par se calmer. Il entame un véritable duel avec Jean-Louis Schlesser. La montée de Nega est avalée sans difficulté. Matsuoka et son copilote Pascal Mémon décollent sur l'herbe à chameau. La Mitsubishi numéro 224 semble épargnée par les ennemis mécaniques. Illustration du talent du japonais, la négociation d'une énorme marche. Carlos Souza a cherché une pente moins raide, Matsuoka lui se jette sans freiner. Au contrôle de passage numéro 2, le commissaire de course va friser la crise de nerfs. 10 secondes seulement séparent les deux favoris du Dakar. Dans une mer de sable, Matsuoka accélère encore. Le matin, il était parti 8 minutes après Schlesser. Il est impossible à suivre, hein. Impossible. Il nous met 5 minutes là. Le Dakar arrive au Mali, les pistes en latérite vont succéder aux dunes. Hiroshi Matsuoka, très énervé, le leader du classement général, vient de s'arrêter. La rotule arrière gauche du triangle de suspension cassée. C'est sérieux, très sérieux, le chronomètre tourne. Jean-Pierre Fontenay, ancien mécanicien, se jette sous la Mitsubishi et réussit une réparation express. Enlève le frein à main. Matsuoka va perdre 32 minutes sur Schlesser. Il garde la première place pour 6 minutes 20 seulement. Le lendemain, le japonais part vers Bakel en 29e position. Tous les concurrents se rangent pour le laisser passer. Et Matsuoka grappille les secondes. Devant, c'est la passe d'armes entre Jean-Louis en bleu et Yuta en rouge. Yuta Kleinschmidt ne se laisse pas intimider et comme le portugais Souza a eu de gros ennuis, elle revient dans le trio de tête. Ultime rebondissement entre Tambacounda et Dakar. Les deux buggy prennent volontairement le départ de la spéciale en avance. Matsuoka et Mémon, très énervés, s'élancent alors en 3e position dans la fumée des deux voitures bleues. Matsuoka va tenter un dépassement osé. Il heurte une souche. L'axe de la roue arrière gauche se casse. C'est fini. Mémon, le copilote, perd ses nerfs. Il va se jeter au-devant de Servia pour s'expliquer avec lui. La réparation va coûter 50 minutes à Matsuoka, mais le jury de commissaires n'apprécie pas le comportement antisportif de Schlesser et de Servia. Selon 2 articles du règlement international des rallye raids, la manœuvre est jugée incorrecte et déloyale. Les deux buggy sont sanctionnés d'1 heure de pénalité chacun.
La voie devient royale pour la Mitsubishi de Jutta Kleinschmidt. L'Allemande s'envole alors vers la victoire, même si son succès doit beaucoup à une décision sur tapis vert, sa ténacité et sa régularité ont fini par l'emporter. Voilà, donc décision sur tapis vert. Jean-Louis Schlesser aura un point de presse dans quelques instants. On en parlera bien sûr dans Stade 2. Hubert Auriol, cette décision finalement sied bien au rallye? Oui, je crois qu'il faut accepter les décisions des jurys sportifs. En partir du moment où on participe à une course, il y a un règlement, il faut que le règlement soit appliqué. Il y a un collège des commissaires qui s'est réuni, qui a statué, qui a pris une décision. Il faut accepter la décision. L'année prochaine, est-ce qu'on peut avoir une idée, Hubert? Je sais que je vous force un peu là. Est-ce qu'on peut savoir un peu par où ça va passer ou pas du tout? Écoutez, cette année, c'était Paris-Dakar. Et l'année prochaine? Et l'année prochaine, ça pourrait être Paris-Dakar. D'accord, bon, on n'en saura pas plus, mais je suis sûr que le couple présidentiel sera content. Je voulais qu'on revienne quand même à l'Afrique et au Sénégal. On a parlé des enfants des rues tout à l'heure, monsieur et madame le président. Je voudrais vraiment vous proposer ce reportage qu'on a déjà diffusé, mais qui est vraiment exceptionnel. C'est l'histoire de Nomesba, qui est prothésiste à l'hôpital de Tambacounda. Et ce garçon mérite notre respect. Voici pourquoi. Ils sont venus de loin et attendent enfin sa venue. Des mois, des semaines à patienter, espérant un signe de ce nouveau Messie. Ils ne sont pas vraiment comme les autres, des anges à l'aile brisée, tous ceux que la vie n'a jamais épargnés. Nomesba et son gros camion entament un long voyage. Un mois, dans la brousse, la tournée des villages comme chaque trimestre. Un périple de plusieurs centaines de kilomètres, un pas de plus vers le paradis pour ce prothésiste et son équipe dans ce bel atelier mobile. Ce camion fait partie de ma vie. Parce que c'est un outil, c'est mon outil de travail performant. C'est grâce à ce camion que je peux toucher à tout ce monde, je peux aider tout ce monde. Depuis 5 ans, et grâce à ce camion des merveilles, Nomesba équipe dans les campagnes les personnes de tous âges, handicapées, les amputés ou les polios. Sur cette terre, Nomesba a bel et bien trouvé sa mission, le but de toute une vie. C'est pour améliorer un peu leur souffrance. Ça fait vraiment mal au cœur parce que bon, c'est quand même des innocents. Et pourtant, il y a tout ce qu'il faut pour éviter ça. Kokoban Sidibé a 26 ans. Depuis 20 ans, il se traîne pour vivre et exister. 40 km derrière le vélo d'un ami pour trouver ici la dignité et la force de marcher. Ouais. Parce que je lui demande est-ce qu'il veut marcher. Parce que nous, on a des moyens pour le faire marcher. Il dit oui, il veut marcher. Mais il ne pourra pas marcher parce que ça, il faut nécessairement une intervention chirurgicale pour verticaliser ce membre. Vous voyez, c'est bloqué. Des cas parfois désespérés, des opérations trop coûteuses à pratiquer à l'hôpital avant de pouvoir équiper. Quand se tenir debout devient un luxe, Nomesba, lui, baisse les bras. Ils disent qu'ils n'ont absolument rien du tout. Ils n'ont venu avec aucun sou. Même pour manger aujourd'hui, ça pose problème. Vous voyez. Et ça se vérifie parce que si tu le vois avec ses haillons, tu sais que... Il y a un problème de moyens. Ouais. Alors, Kokoban Sidibé va rentrer chez lui en rampant, comme toujours, rêve envolé. Ce qui me touche le plus, c'est surtout des gens que je vois et dont je suis incapable de faire quelque chose. Mais parce qu'il y a des cas où je suis vraiment incapable de faire quelque chose. Il faut une grande chirurgie, il faut beaucoup d'argent. Plus de 59 000 km à visiter. L'an dernier, 721 personnes équipées. Comme subvention, quelques dons et le camion acheté grâce à l'argent récolté par une étudiante hollandaise venue faire une thèse ici. Nomesba met les gens debout. Lève-toi et marche, le leitmotiv de toute une vie. Suite de la tournée, visite à domicile. C'est où? Oh, ça va. Et les appareils? Il n'y a que le corset qui est gâté. Bon, aujourd'hui, on va reprendre le moulage. On va prendre un moulage pour faire un corset neuf. Sédou a 12 ans. La polio contractée il y a une dizaine d'années, paralysie du tronc et des membres inférieurs. Depuis un an, Nomesba s'occupe de lui
Pour Sédou, enfin la promesse d'une nouvelle vie. On va à l'école, je ne pouvais pas marcher à la terre avec les appareils. Je suis très content à ça. Maintenant, tu ne rampes plus pour aller à l'école? Non. Bien sûr, le petit homme ne pourra jamais courir, mais Nomesba, lui, a déjà gagné. Le simple fait de marcher, Sédou a enfin trouvé une vraie raison d'exister. Lève-toi, on va t'aider. Voilà. Ok. Ok, voilà, maintenant, vas-y. Oui, je suis très content quand je le vois marcher. Parce que ça veut dire que j'ai réussi à quelque chose quand même. Et maintenant, vous le voyez, à lui seul, il peut aller à l'école. On a vraiment besoin de beaucoup de Nomesba. Je sais, Madame la Présidente, que vous êtes très active dans ce domaine. Ce type d'histoire doit vraiment vous conforter dans tout ce qu'il y a à faire. Oui, en effet, surtout dans ces régions, que sont les régions de Tambacounda et de Kédougou, qui sont loin de Dakar, qui sont un peu abandonnés sur beaucoup de plans. Et surtout le plan sanitaire. Vous pouvez faire quelque chose de concret? Eh bien, actuellement, je me passionne pour la région de Kédougou. La région de Kédougou qui est au-dessus et qui est à la fois proche de la frontière guinéenne, l'autre partie de la frontière du Mali, où il y a beaucoup de mortalité de parturientes. Et le taux de mortalité est absolument intolérable. Donc nous allons beaucoup travailler sur ce plan-là. Et déjà, je crois qu'à la fin de cette année, nous aurons déjà un hôpital de brousse, en pleine brousse. Je voudrais en 2 mots vous dire ce que nous sommes en train de faire sur ce plan-là. D'abord, dans les jours à venir, je reçois l'Association nationale des handicapés physiques, que nous voulons remettre en activité dans des travaux qui correspondent à leur situation. Mais je pense que ce phénomène est dû très largement à la négligence des hommes. Déjà, le Sénégal a été classé par l'OMS comme le pays qui a eu 0 malade de ver de Guinée, par le ver de Guinée. Ouais. Nous avons atteint cet objectif-là. Et alors, en ce qui concerne la poliomyélite, en accord avec les femmes, nous allons dans chaque quartier désigner une femme dont la seule mission sera à la naissance du bébé d'être la marraine du bébé et de lui assurer les vaccins pour la prévention contre la poliomyélite, en la rendant moralement responsable pour le cas où un de ces vaccins ne serait pas fait. Merci beaucoup. Je pense qu'en prenant l'affaire au niveau populaire, nous allons arriver à bout de cette tragédie que constituent les handicapés. Merci en tout cas d'avoir accepté d'avoir été avec nous dans cette émission. On va terminer cette émission avec le sourire de Laurent Bourgnon qui termine Dakar dans les 10 premiers. Ça c'est magnifique et qui nous a fait une grande joie, c'est de pouvoir suivre un peu son intimité. Enfin pas tout à fait mais enfin dans la voiture. Ça n'a pas été trop dur ces 3 caméras posées sur vous en permanence. Je crois qu'on va voir des images en même temps, Laurent. Je crois que le vrai problème c'est que finalement on a vite tendance à les oublier et je pense que vous ne nous avez pas loupé. Vous avez dû choisir les moments. Enfin bon bref, on va regarder. Est-ce que vous pensez quand même Laurent que ce type de technologie va se développer, que le Paris-Dakar de demain, ça sera un Paris-Dakar comme ça, où on sera vraiment dans la voiture? Bon, enfin, l'idée, c'était surtout de montrer ce qui se passait dans une voiture. Vous avez vu ce qui se passait dans les voitures de course. Et puis, bon, nous, on est un petit peu décalé. Et puis, voilà, c'était un clin d'œil pour un peu transmettre un petit peu ce qui se passe vraiment de l'intérieur. On va regarder là, ce qui se passe, justement. On est revenu. On les a déjà vus, c'est magnifique. C'est parce qu'il y a le soleil, donc on voit mal. Hubert, donc, je sais pas moi, peut-être en récupérant le micro, donc je sais pas, un petit mot de la fin pour terminer. Tout est bien qui finit bien finalement dans ce Paris-Dakar.
Écoutez, vous savez, quand on a fait ce parcours, il était un petit peu plus long que d'habitude, puisque 21 jours de course, c'est quand même 4 jours de plus que d'habitude. On était un petit peu inquiet. Et ce qui m'a beaucoup surpris, c'est qu'à aucun instant, il y a un concurrent qui me dit voir en disant non, tu sais, c'est pas bien, c'est trop dur, c'est trop long, on s'ennuie. Et tout le monde a été extraordinaire en nous en disant mais attends, c'est formidable, cette année, c'est sublime. Il y a une unanimité des concurrents qui nous a fait plaisir parce que c'est quand même le Dakar, on l'organise pour les concurrents, c'est eux qui le font. Nous, on propose un parcours, on propose une organisation, on essaye d'être le plus performant possible, mais c'est quand même Laurent, Janina et compagnie qui sont les héros de la fête, et ça c'est ce qui me fait le plus plaisir. Et l'héroïne, c'est Jutta Kleinschmidt. On se souviendra donc qu'une femme remporte le premier Dakar du 3e millénaire. J'aurais juste profité des quelques secondes qui me restent pour remercier toute l'équipe qui a travaillé avec nous sur la piste du Dakar. J'espère que vous avez apprécié cette émission. On va terminer naturellement comme toujours en musique. Merci encore monsieur, madame le président de l'honneur que vous nous avez fait. Merci à tous et vive le Dakar 2002. Au revoir. Le Paris-Dakar sur France 3 avec Total et Euromaster, centre d'entretien auto.